Bonjour tout le monde. Voici le programme de l'atelier. On va commencer par une petite introduction pour bien saisir l'importance de faire attention au gaspillage alimentaire, donc au niveau sociétal, social et environnemental. On va ensuite parcourir les différentes causes principales du gaspillage alimentaire en entreprise alimentaire. On fera ensuite une petite séance de questions-réponses si vous avez des questions jusque-là. Et puis, on va voir ensemble les différentes pistes d'action qu'on peut prendre pour réduire le gaspillage alimentaire, donc que ce soit au niveau de la prévention, que ce soit la vente des surplus. On peut aussi donner ces surplus, on va voir qu'on peut aussi les transformer et qu'on peut aussi valoriser ces surplus en biodéchets. Et enfin, une petite conclusion et une seconde session de questions-réponses. Alors, je vais commencer par présenter Brufotech pour ceux qui ne nous connaîtraient pas. Donc, on est une ASBL qui est financée par la région bruxelloise pour offrir un service d'accompagnement en sécurité alimentaire et en développement durable. Donc, pour faire ceci, on peut répondre à des problèmes ponctuels et ou des problèmes urgents qui concernent la loi, des informations techniques, des conseils téléphoniques de différentes formes. Tant que ça nous prend moins d'une journée, c'est entièrement gratuit. Votre accompagnement est 100% subsidié par la région bruxelloise. Mais on peut aussi vous accompagner pour mettre en place différents systèmes, que ce soit un système en sécurité alimentaire, donc un plan HACCP, ça peut être répondre à différents standards, mais ça peut aussi être une certification bio, voilà, différents systèmes qu'on peut mettre en place chez vous. Et là, l'accompagnement est subsidié à 80%, donc vous ne payez que 20% des frais de conseiller. Et si votre système est mis en place et que vous souhaitez de l'aide pour le maintenir en place, donc vous avez besoin d'aide parce que vous manquez peut-être de forces vives pour le faire, eh bien, on peut vous accompagner pour ça aussi, mais là, le subside descend à 50%. Et donc, Brufotech se distingue peut-être au niveau de deux aspects, c'est que on va vraiment avoir une approche de terrain, donc on va venir dans votre entreprise, voir comment vous travaillez, et donc vous remettre un système le plus possible sur mesure, qui soit allégé des obligations qui ne vous concernent pas. Vraiment, c'est du sur mesure spécifique pour votre situation. Attention, il y a trois petites conditions pour que vous bénéficiez de nos subsides, de notre accompagnement subsidié plutôt. Il faut que vous soyez une très petite ou moyenne entreprise, que vous soyez basé en région de Bruxelles, en région bruxelloise, pardon, et que vous ayez bénéficié de maximum 200 000 euros des subsides minimi, donc c'est une catégorie de subsides, depuis les 3 dernières années. Alors, Brufotech donne aussi des formations et des ateliers. Des formations en sécurité alimentaire, donc en étiquetage, en HACCP, en bonne pratique d'hygiène, etc. Mais aussi des séminaires en développement durable comme celui-ci. Et donc, on aborde toute une série de thématiques, que ce soit la livraison à vélo, la certification bio, les emballages, différentes pratiques comme la lactofermentation. Une bonne partie d'entre eux est disponible gratuitement sur YouTube, comme le sera celui-ci. Voilà, j'en ai fini de parler de Brufotech et maintenant, place à une petite introduction. Et donc, je vais commencer avec une vidéo. Chaque année, un tiers des denrées alimentaires produites dans le monde sont perdues ou gaspillées. Non seulement cela signifie une perte économique, mais cela signifie aussi que toutes les ressources naturelles utilisées pour la culture, la transformation, le conditionnement, le transport et la commercialisation de ces denrées ont également été gaspillées. Imaginez, 28% des terres agricoles mondiales sont utilisées pour des cultures qui sont gaspillées. Cela correspond à la superficie de la Chine, de la Mongolie et du Kazakhstan mis ensemble. Et l'eau gaspillée pour ces cultures correspond au débit annuel du Zambèze ou de la Volga. Une quantité qui pourrait couvrir tous les besoins en eau des ménages dans le monde. Et, conséquemment à l'expansion de l'agriculture et des pêcheries dans les zones sauvages et la surexploitation des ressources naturelles qui en découlent, les habitats forestiers et marins disparaissent avec leur biodiversité. Mais surtout, les denrées gaspillées émettent 3 gigatonnes 3 de gaz à effet de serre. Si cela concernait un pays, il représenterait le 3e pays le plus important au monde en termes d'émissions. Cela ne peut plus durer. Avec un futur qui comptera toujours plus d'habitants et moins de ressources, on ne peut pas se permettre de jeter nos ressources naturelles avec nos déchets. Agissons contre le gaspillage. Voilà. C'était la première vidéo et j'en ai trouvé une deuxième qui complète bien la première que je vais vous enchaîner tout de suite. La voici. Chaque année, 30% de la production alimentaire mondiale est perdue après la récolte ou gaspillée dans les magasins, au sein des ménages et dans la restauration.
Cela représente en denrées alimentaires 750 milliards de dollars chaque année au prix du producteur. Au prix de détail, cette valeur atteint 100 milliards de dollars, 2 fois le PIB de la Norvège. Si la nature nous demandait de régler la facture du gaspillage alimentaire, elle pourrait faire payer à la société 700 autres milliards de dollars chaque année. Car ces denrées gaspillées ont tout de même engendré des émissions de gaz à effet de serre et des dommages liés au changement climatique, utiliser de l'eau pour l'irrigation et contribuer à la pénurie d'eau mondiale. Et contribuer à la déforestation et à l'érosion des terres conduit à une perte de pollinisateurs, de poissons et d'autres biodiversités. Et ce n'est pas tout. Des coûts sociaux équivalents à 1000 autres milliards de dollars sont engendrés par ces denrées qui n'ont jamais concouru à nourrir l'humanité. Cela comprend l'impact des pesticides sur la santé humaine, la perte de moyens de subsistance, les ressources naturelles devenant plus rares, les conflits causés par les pressions exercées sur les ressources naturelles et les subventions dépensées pour produire les denrées perdues. Mais ces coûts sont seulement ceux qui peuvent être calculés. Le gaspillage alimentaire comporte de nombreux autres coûts qui ne peuvent être quantifiés. Imaginez que nous quantifions la perte des zones humides qui purifient l'eau ou celle de la biodiversité des pâturages, ou la valeur des poissons rejetés, la raréfaction des intrants agricoles essentiels tels que le phosphore, ou l'augmentation du prix des denrées à cause d'un approvisionnement moindre. Attribuer une valeur monétaire à des impacts sociaux ou environnementaux sera toujours un exercice inexact. Comment évaluer la beauté d'un paysage ou la santé d'un enfant? Voilà. Donc, deux vidéos qui sont assez denses, mais je trouve qu'ils résument bien la situation. Alors, je vais reprendre quelques éléments clés de cette vidéo que j'ai trouvé les plus marquants et essayer de les imager un peu plus. Donc, on dit, voilà, 30%, donc à peu près un tiers des aliments qu'on a produits au niveau mondial sont gaspillés, donc ont été produits pour rien. Et donc, si on devait représenter une année de gaspillage alimentaire, eh bien, en termes de poids, ça représenterait 500 fois le poids de l'atomium. Si on devait représenter ça en termes d'eau qui a été utilisée pour l'irrigation, que ce soit aussi pour le nettoyage des légumes, etc., eh bien, c'est comme si on laissait couler en permanence le Zambèze, donc qui est un des plus gros fleuves du monde, qui est en Afrique. Voilà, c'est tout de l'eau qui est gaspillée, qui n'a pas été, enfin, qui a été utilisée inutilement, qui a été polluée, qui a été souillée, etc. Si maintenant on présente ça en termes de surface, ben, comme l'a montré la vidéo, ben, c'est 1,4 milliard de terres agricoles, d'hectares, pardon. Donc c'est des surfaces vraiment très importantes. Et si on s'intéresse juste à une année de gaspillage alimentaire en Europe, eh bien, ça pourrait couvrir les besoins alimentaires d'1 milliard de personnes. Donc, c'est plus que toutes les personnes qui sont sous-alimentées dans le monde. Donc, on pourrait, avec juste les déchets de l'Europe, le gaspillage alimentaire de l'Europe, nourrir toutes les personnes dans le monde qui sont sous-alimentées. Alors, autre petit point, donc ce qu'il faut savoir, c'est que le secteur de l'alimentation, il génère un tiers des gaz à effet de serre au niveau mondial. On a vu qu'un tiers de ces aliments produits au niveau mondial sont gaspillés, c'est-à-dire qu'un tiers de 30%, à peu près 10% des gaz à effet de serre émis dans le monde ont été émis pour rien, puisqu'ils ont été gaspillés par les aliments qui sont gaspillés. Donc c'est vraiment un facteur très important du changement climatique. C'est vraiment un levier d'action majeur si on veut lutter contre les émissions de gaz à effet de serre. Autre information que j'ai trouvée aussi importante dans la vidéo, c'est que voilà, si le gaspillage alimentaire était un pays, en termes de gaz à effet de serre, ce serait le 3e plus grand émetteur, juste après la Chine et les États-Unis. Donc là, c'était pour l'introduction. Maintenant, on va plus aller dans le vif du sujet, essayer de comprendre, mais pourquoi on gaspille et qui gaspille. Alors, qui gaspille? Ici, j'ai une infographie intéressante qui montre qu'en Belgique, enfin en Europe, pardon, malheureusement, la Belgique n'est pas un très bon élève. On est le 2e pays qui génère le plus d'invendus alimentaires par habitant en Europe, juste après les Pays-Bas. Et donc, ces fameux 345 kg d'aliments jetés par an et par personne, ça correspond à peu près à 175 € par personne et par an qui sont gaspillés pour rien. Assez désolant quand on sait qu'un Belge sur 100 dépend directement de l'aide alimentaire pour sa subsistance et donc a besoin d'aide alimentaire pour tenir le coup financièrement. Alors, si on s'intéresse un peu de plus près par secteur, quels sont les secteurs qui génèrent le plus de gaspillage alimentaire? Eh bien, une bonne partie se fait au champ, donc c'est au niveau de l'agriculture, où on récolte même pas certaines denrées alimentaires parce qu'elles n'ont pas le bon calibre ou simplement parce qu'on n'a pas le temps.
Donc, une bonne partie du gaspillage a lieu au champ. Une bonne partie aussi a lieu au niveau du stockage de la manutention, parce que le stockage est parfois mal géré, mais aussi une partie très importante a lieu pendant la transformation, la distribution et la consommation, donc dans les ménages et dans les magasins. Si maintenant on va un peu voir plus près de chacun de ces maillons, lequel correspond, lequel contribue au gaspillage alimentaire et aussi à l'impact carbone. Donc si on prend le graphique ici, on voit que les barres beige représentent la quantité, donc en kilogrammes, enfin plutôt le pourcentage en masse de gaspillage alimentaire généré aux différentes étapes de fabrication. Et donc on voit qu'au niveau de la production agricole, c'est là où il y a vraiment une part assez importante du gaspillage alimentaire qui a eu lieu. S'ensuit ensuite le stockage et la manipulation, puis la transformation, la distribution et la consommation enfin. Mais ce qu'on voit, c'est que les barres bleues montrent la proportion de gaz à effet de serre émis par chacune de ces activités. Et là, on voit qu'au plus on se décale vers la droite, donc au plus on avance dans la chaîne alimentaire, au plus on voit que la proportion d'impact carbone est importante par rapport à la quantité gaspillée. En fait, ce qui se passe, c'est que donc, au plus on avance dans la chaîne, au plus on accumule la pollution générée par l'étape précédente de la chaîne alimentaire. Et donc, c'est plus grave de gaspiller un aliment au moment dans le magasin ou chez soi que lorsqu'il est gaspillé dans le champ, parce que dans le champ, il n'a pas encore été transformé, il n'a pas encore été processé, et toutes les opérations qui ajoutent de l'impact carbone aux aliments. Et enfin, dernière grille de lecture que je trouve intéressante, c'est en fonction des catégories de produits. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que ce graphique ici représente l'impact carbone par kilogramme de produit en fonction du type de produit. Et donc, vous avez ici toutes les lignes en vert qui sont les légumes et les végétaux en général. Et tous ceux qui sont en rouge, donc à gauche de l'axe, sont des produits d'origine animale, donc que ce soit de la viande, du poisson, du fromage, etc. Et donc on voit que la tendance générale, c'est quand même que les légumes en général ont un impact carbone bien inférieur aux produits d'origine animale, et donc dans une moindre mesure des poissons et des œufs, mais surtout de la viande et du fromage, qui, eux, sont les aliments qui ont la plus grande charge carbone. Et donc, morale de l'histoire ici, c'est que c'est plus grave de gaspiller de la viande et du fromage, de gaspiller des tomates ou des aubergines, car la viande et le fromage ont accumulé beaucoup plus de carbone et donc c'est beaucoup plus important. On voit maintenant qu'il est temps d'agir. Donc c'est vraiment beaucoup d'organisations internationales ont pris conscience de cet enjeu et donc ont décidé d'agir à ce niveau-là, à commencer par la FAO, qui a adopté carrément une code de conduite volontaire pour la réduction des pertes de gaspillage alimentaire et donc qui a vraiment mis le gaspillage alimentaire comme acte principal, stratégique et majeur pour réduire les problèmes d'alimentation dans le monde. La Commission européenne aussi a pris le pas et donc a intégré le gaspillage alimentaire dans sa stratégie de la fourche à la fourchette. Donc la Commission européenne, elle aussi, a mis la réduction de gaspillage alimentaire comme une part prioritaire de sa stratégie. Et donc plein d'études sont en cours pour l'instant par l'EFSA, donc c'est un organisme européen scientifique, qui a différents objectifs, notamment pour rallonger la durée de vie de certaines catégories de produits. Et donc, il faut s'attendre à ce que juridiquement, la Commission européenne mette des objectifs contraignants juridiquement d'ici peu pour limiter le gaspillage alimentaire et donc qui pourraient concerner aussi les entreprises alimentaires. Au niveau de la Belgique, plusieurs grandes surfaces, en tout cas toutes celles qui sont à une surface supérieure à 1000 m², sont maintenant légalement obligées de donner leur surplus, en tout cas les surplus du jour, aux organisations caritatives. Et donc c'est une obligation qui est reprise dans leur permis d'environnement, qu'elles doivent respecter. Et enfin, à Bruxelles, eh bien, depuis 2023, donc depuis janvier 2023, depuis maintenant 2 mois, toutes les entreprises alimentaires, enfin même pas alimentaires, toutes les entreprises en général, sont obligées de trier leurs biodéchets et donc de les faire soit de valoriser sur place, soit de les collecter sélectivement pour qu'elles soient valorisées. On va passer en revue les causes principales du gaspillage alimentaire en entreprise alimentaire. Donc évidemment, on ne sera pas exhaustif, hein, ça va dépendre beaucoup d'une entreprise à l'autre. Évidemment, les causes d'un découpeur de viande ne seront pas les mêmes que pour un agriculteur ou pour une cantine, mais vous aurez comme ça des lignes directrices et des ordres de grandeur
vraiment les causes principales qui vont, à mon avis, être applicables un peu partout. Alors, la première et la plus connue, évidemment, c'est une méconnaissance des règles d'hygiène. Donc, beaucoup d'entreprises alimentaires ne savent pas toujours dans quel cas ou non on peut transformer, valoriser, donner, vendre ces surplus. Et donc, dans le doute, préfèrent ne pas prendre de risques et donc vont éliminer de façon préventive et souvent à tort des denrées alimentaires. Une autre raison principale du gaspillage alimentaire, c'est souvent une mauvaise gestion des approvisionnements et ou des stocks, donc des personnes qui commandent en trop grande quantité ou qui gèrent mal le stock et qui perdent des lots qu'ils retrouvent après leur date limite de consommation. Et, malheureusement, là, il est trop tard. Une autre raison, c'est la surproduction. Plusieurs entreprises qui, pour des raisons X ou Y, produisent trop et donc sont contraintes de jeter. Une raison aussi très importante de gaspillage alimentaire, c'est des problèmes, en tout cas des erreurs de qualité ou de calibrage ou encore d'étiquetage. Donc ça peut être des aliments qui ont un calibrage ou une apparence qui n'est pas souhaitée, ou encore des erreurs au niveau de l'étiquette, par exemple oublier de mentionner certains allergènes. Et dans ce cas, les entreprises doivent faire des rappels de produits. Pardon. Et donc c'est vraiment une cause aussi très importante de gaspillage alimentaire. On va voir ce qu'on peut faire à ce niveau-là. Et enfin, une dernière raison qui est assez importante, c'est que pour l'instant, le coût des déchets est assez faible. On est généralement autour de 200 € par tonne de déchets. Et donc, certains opérateurs trouvent ça plus intéressant de bêtement jeter plutôt que de se donner la peine de mobiliser son personnel pour valoriser les surplus ou les donner. Alors, on va faire un petit focus sur les dates de fin de vie. Donc, parmi les mesures d'hygiène, comme je disais, les dates de fin de vie sont une des causes principales du gaspillage alimentaire. Ce qu'il faut savoir, c'est que 10% du gaspillage alimentaire en Europe, donc un dixième, est dû à une mauvaise compréhension des dates sur l'emballage. Donc, lorsqu'on a fait différentes études auprès des consommateurs, on a remarqué que plus de la moitié ne connaissent pas la signification de « à consommer jusqu'au », donc cette fameuse mention qui se trouve sur l'emballage et qui est suivie d'une date. Et à peu près autant ne savent pas ce que signifie « à consommer de préférence avant le ». Alors, les dates de péremption, elles répondent en fait à 3 objectifs. Le premier, c'est d'assurer la sécurité alimentaire des consommateurs, donc éviter qu'ils consomment des produits qui ne soient plus bons et que ça leur rende malade. Il y a une deuxième fonction, c'est d'assurer la qualité nutritive et organoleptique, c'est-à-dire qu'on veut s'assurer que les produits, quand ils sont consommés par le consommateur, soient encore avec une texture et un goût agréable et une odeur. Et enfin, ça permet, dans certains cas, la traçabilité des produits. Donc, beaucoup d'entreprises alimentaires font leur traçabilité au moyen de leur date de fin de vie. C'est un très bon outil pour le faire. Alors, ces fameuses DLC et DDM, elles sont déterminées en interne par les fabricants eux-mêmes. Donc, pour ce faire, on fait des tests de vieillissement. C'est très simple. On fabrique notre produit, on le laisse vivre sa vie au frigo ou à température ambiante selon la façon avec laquelle il se conserve. On le laisse vivre ainsi jusqu'à la fin de sa date de fin de vie. Et ensuite, on fait une analyse et on vérifie si au niveau organoleptique et aussi au niveau microbiologique, si il répond toujours aux normes d'hygiène. Et c'est ainsi bêtement qu'on détermine une date de fin de vie. Et donc, on peut éventuellement tester d'allonger cette date ou la raccourcir selon les résultats de l'analyse. Alors, pour les conserves, qui, elles, se gardent 6 mois, voire 2 ans, là, il y a des tests un peu particuliers qui permettent d'accélérer ces tests, mais voilà, là, on va un peu trop dans le détail. Ce qu'il faut savoir, c'est que donc on va s'intéresser aux dimensions sanitaires, mais aussi aux dimensions organoleptiques et aux dimensions nutritionnelles. Donc, voir s'il y a bien toujours préservé ses vitamines. Et c'est ainsi qu'on détermine la date de fin de vie. Et sachant aussi que dans la plupart des cas, on applique une marge de sécurité, donc on raccourcit la date limite qu'on a mesurée afin de s'assurer de couvrir les éventuelles ruptures de chaîne du froid qui auraient lieu au niveau du transport de la marchandise jusqu'au frigo du consommateur, voire dans sa casserole, mais aussi certains comportements à risque du consommateur qui s'y prendraient mal, par exemple, pour dégeler ou surgeler différentes denrées alimentaires. Alors, différence entre DLC et DDM. Donc, la DLC signifie date limite de consommation, en néerlandais tergebruikentot, qui est accompagnée de la mention à consommer jusqu'au. Alors, la DLC veut dire ne pas consommer après la date indiquée. Donc, ça concerne les aliments qui sont périssables, comme sur la photo, on voit certains fromages, du poisson, de la viande, tous les aliments qui vont
s'abîmer avec le temps et devenir potentiellement dangereux. Donc ça concerne la sécurité du produit, ça veut dire qu'on ne peut pas le consommer après, sinon on tombe malade. Donc le produit est dangereux pour la santé si on le consomme après cette date. La DDM, elle, c'est la date de durabilité minimale. Donc ten minste houdbaar tot en néerlandais. Et en français, donc c'est à consommer de préférence avant le ou avant fin d'un mois. Donc là, ça concerne plus des produits qui sont moins vulnérables au niveau microbiologique, comme des biscuits secs qu'on voit sur la photo, comme des boîtes de conserve dans lesquelles les germes ont été neutralisés lors de la pasteurisation ou de la stérilisation. Et donc, c'est des produits qui ne vont presque pas laisser aux germes se développer dedans, à condition évidemment qu'ils soient bien conservés. Et donc, la date ici concerne surtout la qualité du produit. Et donc, dans la sécurité, dans une moindre mesure, mais c'est vraiment surtout en grande majorité la qualité. Ça veut dire que le fabricant garantit que le produit reste agréable au goût, à la texture, etc., jusqu'à cette date-là. Donc, après cette date-là, il n'y a aucun danger pour la santé du consommateur en principe. Attention à certaines conditions. Et ces conditions, c'est quoi? Il faut vérifier si la denrée alimentaire n'a pas d'anomalie. Donc, certaines anomalies pourraient la rendre, malgré tout, non apte à la consommation. Par exemple, est-ce que le produit a été bien conservé? Donc, est-ce qu'il n'est pas humide? Ou est-ce que la température a été respectée, la température de conservation? Est-ce que l'emballage est toujours intact? Est-ce que le produit a encore un bel aspect? C'est-à-dire, est-ce que, par exemple, il n'y a pas de changement de couleur ou des moisissures qui étaient près dessus? Et est-ce que le parfum ou le goût de l'aliment est ce qu'il doit avoir? Donc, est-ce qu'il n'y a pas une odeur de rancissement ou autre qui pourrait être le signe d'un développement bactérien? Alors, attention, on peut donc vendre un produit après sa DDM, mais le vendeur est responsable du produit. Ça veut dire que vous devez assumer la qualité du produit. Et donc, si le client vient dire, attention, mon produit avait un très mauvais goût, eh bien, vous devez, du coup, dans ce cas, rembourser l'aliment au client. Alors, seul le fabricant a le droit de modifier une date, une DDM ou une DLC. Donc, si vous vendez des biscuits et que vous voyez que vos biscuits ont l'air encore très bons après la DDM, vous devez contacter le fabricant et demander s'il autorise un prolongement de la DDM de ces biscuits. Vous ne pouvez pas le décider tout seul. C'est vraiment le fabricant qui doit le décider. Et donc, dis quelques exemples d'aliments soumis à DDM, donc du riz, des pâtes et des biscuits, donc tout ce qui est assez sec, somme toute, mais aussi des pots de moutarde, pour autant qu'ils soient bien pasteurisés, bien traités. Mais généralement, dans la moutarde, les germes ne savent pas se développer. Mais aussi des boîtes de conserve, des jus pasteurisés ou stérilisés, ou encore du lait, traité à ultra haute température. Attention, cependant, pour certains produits comme les trois ici, il y a des exceptions. Après ouverture, évidemment, là, les germes rentrent dans l'aliment et donc peuvent se développer. Et donc, souvent, il y a indiqué un délai de consommation après l'ouverture et des modes de conservation, par exemple, au frigo. Au niveau maintenant des pistes d'action, qu'est-ce qu'on peut faire pour réduire le gaspillage alimentaire? Alors, il y a un classement hiérarchisé qui est souvent repris qu'on appelle la pyramide des usages de Lansing. Et donc, c'est une pyramide qui représente ce qu'on peut en faire pour le valoriser ou le traiter, depuis le plus vertueux vers le moins vertueux. Et donc, on invite toujours à faire de la prévention, donc éviter que le déchet soit généré. Si il y a eu un déchet, mais plutôt que le rendre en déchet, on va bypasser et donc le réemployer ultérieurement. Donc, on va avoir des applications juste après. Et enfin, si vous avez un déchet, ben, l'idéal, c'est de le recycler, de le valoriser de façon énergétique, comme la biométhanisation, ou en dernier lieu, l'éliminer en décharge. Alors, on va voir différentes, comme je l'avais dit, différentes techniques pour différentes pistes d'action pour limiter le gaspillage. On a vu qu'il y aura la prévention, on va parler aussi de la vente des surplus, on va parler du don des surplus, notamment à l'aide alimentaire, comment les transformer et enfin comment les valoriser. Et donc ces différentes actions peuvent être replacées dans cette fameuse pyramide, donc que ce soit la prévention, du réemploi ou du déchet. Au niveau de la prévention, alors quelques petites pistes d'action. Pour les fabricants, ce qu'il faut savoir, c'est que beaucoup de vos clients, donc beaucoup de des distributeurs à qui vous allez vendre, exigent qu'il y ait une durée minimale, un délai minimal entre la date à laquelle ils reçoivent un produit et sa date de fin de vie. Par exemple, ils vont vous dire, moi, les conserves que tu vas me vendre, je veux qu'il y ait minimum 3 mois ou 6 mois entre la date à laquelle je les reçois et leur date de fin de vie, donc leur DDM. Dans certains cas, c'est justifié, c'est pour leur permettre d'avoir le temps de gérer leur stock et de le vendre et que le client ait le produit chez lui suffisamment de temps pour pouvoir le consommer.
Dans certains cas, ils exagèrent un petit peu, ces clients. Et donc, ça vaut la peine de rediscuter ça avec eux, parce qu'autrement, toutes vos conserves qui sont à, mettons, plus de 3 mois, enfin à moins de 3 mois avant leur date de fin de vie, ben, vous devrez les jeter du coup. Et donc ça, c'est dommage, ça peut générer une quantité de déchets assez importante. Et donc, renégocier ça auprès de vos clients. Voyez ce que vous pouvez faire pour réduire ce gaspillage à ce niveau-là. Alors, il y a évidemment la gestion des stocks, et notamment au niveau des dates de fin de vie. Et donc, il y a plusieurs systèmes, plusieurs outils qui existent. Il y a plusieurs outils informatiques qui sont, eux, plus appropriés, plus adaptés aux entreprises de taille assez importante, en tout cas pas aux très petites entreprises, mais qui permettent d'enregistrer dans un système informatique vos différents produits, un moyen notamment de code barre, et donc d'avoir des messages d'alerte lorsque vos produits arrivent en fin de vie pour pouvoir les consommer rapidement et ne pas les jeter. Si vous avez des produits qui ont une DLC trop proche, si vous avez la possibilité de le faire chez vous, il est vivement recommandé de les surgeler en interne et de les donner ultérieurement. Donc, c'est vraiment une aide très précieuse pour l'aide alimentaire. On y reviendra plus tard. C'est vraiment un atout et une application très précieuse qui peut éviter beaucoup de gaspillage alimentaire et qui est fort appréciée par le secteur de l'aide alimentaire. Attention, si vous le surgelez en interne, vous devez ajouter sur l'étiquette produit surgelé, indiquer la date de surgélation et les conditions de conservation et d'utilisation lorsque l'organisme tiers les aura pris en possession. Si votre DLC est dépassé sur un lot de grande taille, donc ici vraiment je dis sur un lot de grande taille, ce n'est pas intéressant ce que je proposais pour des petits lots, mais voilà, si on parle de plusieurs palettes, ça peut être intéressant de faire une analyse libératoire. Et donc vous allez voir un laboratoire et vous faites analyser certains paramètres microbiologiques pour voir si éventuellement votre produit est toujours apte à être consommé. Donc si vous souhaitez faire ça, vraiment, n'hésitez pas à venir nous contacter. On peut vous guider sur quelles analyses faire et ce que ça va vous coûter et vous conseiller certains laboratoires qui peuvent réaliser ces analyses. Pour l'ORECA, eh bien, évidemment, vous pouvez servir des assiettes plus petites. Pour l'ORECA qui fait du service au buffet, donc à volonté, il y a une bonne astuce qui existe et que beaucoup d'ORECA ont adopté, beaucoup de restaurants, c'est de vendre au poids. Donc, les consommateurs viennent prendre dans les assiettes, mais ensuite, on pèse l'assiette sur une petite balance et le consommateur paye au poids. Donc, plusieurs restaurants ont témoigné comme ça qu'adopter cette pratique-là permettait de réduire grandement leur perte alimentaire, parfois d'un facteur 5. Donc, c'est vraiment énorme. Si vous souhaitez demander des accompagnements, alors évidemment, on est là, mais il y a d'autres acteurs plus spécialisés comme Hearth Project, donc Adeline qui va présenter son projet très bientôt, mais aussi Foodwin qui, eux, sont plus spécialisés pour tout ce qui est collectivité, donc cantine, et qui ont notamment publié un guide donc, qui est ici en hyperlien sur la slide, donc vous pourrez y avoir accès, pour ce qu'on peut faire en collectivité pour réduire le gaspillage alimentaire. Donc, comme je disais, l'autre débouché possible, c'est de vendre les surplus. Alors, pour les vendre, vous pouvez tout d'abord, évidemment, faire des promotions. En gros, donc, si vous êtes un magasin, par exemple, eh bien, rassembler une série d'articles qui commencent à avoir une apparence pas très funky, eh bien, vous pouvez les rassembler et faire des bonnes ristournes. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'autrefois, c'était un peu mal vu. Maintenant, à l'inverse, les consommateurs apprécient beaucoup ce genre de pratique et trouvent que c'est vraiment vous faites preuve d'inquiétude bref, vous vous inquiétez du gaspillage alimentaire et donc c'est apprécié par le consommateur. Et ce qu'il faut savoir, c'est que souvent le coût que ça va vous demander en termes de tri pour le personnel combiné aux revenus de ces cagettes est souvent inférieur, donc vous allez gagner plus d'argent que si vous avez mis ces produits aux déchets. Si vous souhaitez vendre vos surplus, vous pouvez aussi utiliser des applications. Et donc en Belgique, il y en a deux majoritaires, il y a Too Good To Go et Happy Hours Market. Et enfin, vous pouvez vendre pardon, vos surplus à des transformateurs qui peuvent eux-mêmes transformer les surplus, que ce soit pour vous-même, pour vous les restituer après, ou pour faire leur propre gamme de transformateurs. Et donc ça, on y reviendra plus tard. Et donc petit rappel, on peut vendre un produit après sa DDM. Je le rappelle ici, c'est important. Alors, j'avais prévu de recevoir Too Good To Go, qui malheureusement a eu un empêchement et n'a pas pu venir, mais a eu la gentillesse d'accepter
de s'enregistrer, donc on enregistre sa présentation, donc oui, on a déjà préparé tout l'entretien. Et donc, il m'a envoyé la vidéo de son intervention que je vous passe tout de suite. Bonjour tout le monde, moi c'est Yann, je travaille dans le service clientèle de Too Good To Go et elle c'est Julie. Bonjour, moi je travaille dans le service industriel de chez Too Good To Go. Et aujourd'hui, nous allons vous présenter c'est quoi Too Good To Go, qu'est-ce qu'on fait, c'est quoi l'appli, mais aussi nos autres activités que nous faisons. Et nous allons aussi parler des causes principaux du gaspillage alimentaire chez l'ORECA, chez les producteurs, etc. Et aussi, bien sûr, des solutions qui existent pour résoudre ce problème énorme. Et donc, comme je viens de dire, le gaspillage alimentaire, c'est vraiment un problème énorme dans le monde entier. Et nous allons donc vous parler aujourd'hui sur pourquoi c'est un tellement grand problème et qu'est-ce qu'on peut faire pour le résoudre. Donc, pourquoi le gaspillage alimentaire, c'est un problème tellement grand? Il y a un tiers de l'alimentation qui est produite dans le monde, donc un tiers de quantité en total, est gaspillée. C'est donc énorme, on ne peut pas imaginer combien c'est. Mais donc, c'est un problème parce qu'il y a des conséquences environnementales, aussi des conséquences sociales et des conséquences économiques. Et je vais parler un peu des numéros du gaspillage alimentaire. Donc, il y a en effet 1,6 milliard de tonnes de nourriture qui sont gaspillées chaque année. Et c'est, pour le faire un peu plus concret, c'est 51 tonnes de nourriture chaque seconde qui est gaspillée. Donc, c'est énorme. Et la Belgique, en effet, c'est un pays qui ne le fait pas vraiment de bonne manière. Nous sommes un élève mauvais de la classe quand il s'agit du gaspillage alimentaire. Et cela a un impact massif sur notre planète, nos populations et notre économie. Donc, la planète, premièrement, le gaspillage alimentaire cause 8 à 10% de toutes les émissions de gaz à effet de serre. Et si le gaspillage alimentaire était un pays, il serait en effet le troisième plus grand émetteur après la Chine et les États-Unis. Donc, c'est énorme. Et il y a les ressources qui sont utilisées pour produire, pour transporter la nourriture. Et ces ressources sont tous gaspillées, bien sûr, aussi. Et deuxièmement, c'est aussi un problème quand il s'agit des gens. Un quatrième de la nourriture que nous gaspillons pourrait nourrir les 870 millions de personnes qui ont faim chaque jour. Donc, c'est vraiment un problème bête parce que la nourriture est là. C'est seulement que la nourriture n'est pas distribuée de la manière correcte. Et troisièmement, notre économie, bien sûr, le gaspillage alimentaire a un coût très haut et c'est en effet 1 milliard d'euros en total. Donc, c'est énorme. Et donc, ici, on peut voir par catégorie d'alimentation combien est gaspillé. Et c'est clair que dans chaque catégorie, c'est une grande quantité. Et ce n'est pas seulement très triste parce qu'il faut beaucoup de temps et d'efforts pour cultiver, transporter, traiter la nourriture, mais gaspiller la nourriture aussi signifie gaspiller toutes les ressources, comme tu viens de dire, de la ferme à la table. Il y a beaucoup de ressources, bien sûr, comme vous sachez. Et donc ici, nous voyons quelles ressources exactement sont gaspillées en gaspillant l'alimentation. Donc, il s'agit de la terre, du travail, de l'engrais qui est utilisé, de l'eau, du carburant et de l'électricité qui sont utilisés pour produire et transporter, traiter la nourriture.
Où se trouve-t-il le gaspillage alimentaire? Donc, on peut voir la distribution de chaque moment, étape, oui, merci. Chaque étape dans la chaîne de l'approvisionnement. Et donc, quand on voit la production, 11% du gaspillage se trouve là-bas. La transformation, c'est 19%. Chez les grossistes, c'est 5%. Chez l'Horeca et les magasins, c'est 12%. Mais la plus grande partie du gaspillage dans l'Union européenne se trouve chez les ménages, c'est 53%. Donc, ça, c'est vraiment beaucoup. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire et pourquoi est-ce qu'on lutte contre le gaspillage alimentaire chez Too Good To Go? C'est parce que, en effet, c'est la solution numéro 1 pour lutter contre la crise climatique. Donc, c'est la solution principale si on veut lutter la crise climatique. Et ça, c'est déterminé par le Project Drawdown. Ce sont des scientifiques qui ont recherché les choses à faire si on veut lutter contre la crise climatique. Et donc, c'est le gaspillage alimentaire où on peut réduire les émissions CO2 le plus. Et donc, pour revenir à Too Good To Go, notre entreprise, donc c'est une entreprise avec un impact sociétal et nous avons bien sûr l'application que vous connaissez peut-être. Et dans l'application, nous joignons les consommateurs avec les magasins et les restaurants pour faire en sorte qu'ils peuvent encore sauver la nourriture et ne pas la jeter. Mais à part de l'application, nous essayons également de sensibiliser le public et nous remettre en question la façon dont la nourriture est traitée, produite, stockée et vendue. Et nous faisons pression sur les instances supérieures pour que ces processus se déroulent plus facilement, mais nous essayons également d'éduquer nos utilisateurs et de les aider à considérer la nourriture comme quelque chose de précieux, donc à ne pas gaspiller sans penser. Et nous travaillons aussi avec nos partenaires à trouver des solutions pour leur gaspillage alimentaire et de le réduire systématiquement aussi. Donc, pas seulement le vendre sur l'application, mais aussi de penser comment est-ce qu'on peut réduire le gaspillage alimentaire de manière systématique. Et donc, ça, c'est notre vision. Nous rêvons d'une planète sans gaspillage alimentaire, ce qui est vraiment très ambitieux, nous le savons, mais c'est l'utopie que nous envisageons et oui, que nous rêvons. Et donc, une application a été développée pour faire en sorte que cette vision peut-être se réaliser, oui. Ou on peut peut-être avancer un peu dans cette direction. Et donc, les commerces qui travaillent avec nous peuvent éviter que leur invendu finisse à la poubelle à la fin de la journée. Et ça, c'est un impact direct sur le gaspillage alimentaire qu'on a. Et donc, comment ça marche? Donc, les utilisateurs peuvent réserver un panier dans l'appli. Donc, il y a des commerces qui mettent en ligne leur invendu et les personnes peuvent voir, il y a un panier chez mon boulangerie et je peux le chercher aujourd'hui entre 6 et 6h30, qui est à la fin de la journée pour la boulangerie. Et donc, ils payent par l'application et après, ils vont chez le commerçant, chez la boulangerie, et ils montrent le bon qu'ils ont dans l'appli. Et après, ils reçoivent simplement le panier avec les invendus de la boulangerie pour un tiers du prix original. Donc, ça, c'est le simple fonctionnement de notre appli. Et donc, nous avons aussi quelques chiffres.
pour vous montrer notre impact jusqu'à ce jour. Donc, si on considère tout le monde, on a déjà sauvé presque 200 millions de paniers. Il y a presque 15 millions d'utilisateurs actifs sur notre appli et on travaille avec 130 000 partenaires, donc commerce, dans 17 pays. Et nous avons dans la Belgique déjà sauvé 10 millions de paniers avec 500 000 utilisateurs et 5 000 partenaires. Donc, c'est déjà assez élaboré. Et donc, comme j'ai mentionné déjà, nous avons donc l'appli avec l'impact direct, mais nous travaillons aussi d'une manière indirecte. Donc, nous sensibilisons les gens, les ménages, afin qu'ils gaspillent moins de nourriture, bien sûr. Et nous travaillons aussi avec nos partenaires afin de réduire leur gaspillage systématiquement. Par exemple, si un petit magasin vend chaque jour 30 paniers, ça veut peut-être dire qu'ils ont beaucoup trop de stock et on parle avec eux pour améliorer leur gestion, leur gestion, merci, du stock. Et donc, qu'est-ce qu'on fait aussi, c'est nous développons du contenu éducatif pour des écoles pour que les élèves puissent aussi apprendre sur le gaspillage alimentaire et de l'importance de lutter contre le gaspillage. Et nous travaillons aussi, ou nous parlons aussi avec des politiciens pour faire une influence sur la politique, donc de changer les régulations et les lois autour du gaspillage alimentaire. Donc, je passe la parole à Julie. Merci Yann. Alors moi, je vais plus parler en profondeur des causes du gaspillage alimentaire aux différentes étapes de la chaîne. Ici, chez Too Good To Go, on aime bien regrouper les 3 premiers steps ensemble parce qu'en fait, finalement, les causes sont assez similaires. Donc, pour la production, la transformation et tout ce qui est commerce en gros, B2B, les causes principales sont la mauvaise prévision, voilà, quand il y a trop qui est produit par rapport à ce qui est ce qui est vendu en fait. Ensuite, une autre cause sont les règles strictes, soit imposées par ces business eux-mêmes, soit imposées par les retailers à qui ils revendent, qui imposent un certain pourcentage de shelf life des produits. Une autre cause est aussi des problèmes liés au packaging, c'est-à-dire voilà, une erreur dans le texte ou alors un design qui a changé ou alors un contenu carton qui est différent, par exemple 6 produits dans un carton au lieu de 12 ou alors une erreur de langue. Une autre raison est aussi les contraintes techniques. C'est ce qu'on voit beaucoup sur notre marché en Belgique. On a très souvent des industriels qui nous disent qu'ils ont des minima de production pour faire tourner leur machine, donc ils sont obligés de produire un certain nombre. Puis on a aussi des soucis de performance de machine. Je vous donne un exemple concret. On a un de nos partenaires qui est un découpeur de charcuterie. Et les machines, en fait, ne permettent pas à un certain point de découper quand le talon de la viande, le talon se trouve trop fin. Donc, la machine coupe et donc, quand il reste une petite partie du talon, la machine n'est plus capable de couper. Et donc, ce talon était précédemment jeté. Et en fait, ça représente énormément de tonnes de gaspillage alimentaire au niveau d'une seule et même usine. Et donc, je vous laisse imaginer si ce partenaire en a plusieurs. Une autre raison est aussi l'esthétique du produit. On le voit souvent dans le secteur du chocolat, que par exemple, s'il y a un glaçage en S, admettons, sur une praline, et que le glaçage est admettons, 2 mm à droite, tout le batch de praline va être jeté à la poubelle. Donc, ça peut représenter beaucoup d'unités.
Ensuite, on a la qualité et la sécurité des produits, liés la plupart du temps à l'entreposage, mais aussi parfois juste avec du plastique dans le produit et autres. Et puis la dernière raison, qui est aussi liée, c'est le fait de ne pas avoir respecté le FIFO, donc First In, First Out, au moment de la sortie des stocks. Ensuite, pour le deuxième groupe, donc tout ce qui est grossiste, B2C, retail, food services, on les met ensemble parce qu'eux vendent en direct à des consommateurs finaux. Eux, les raisons sont les mêmes que pour la première catégorie, mais un peu moindres. Donc, on a toujours la cause liée au la mauvaise prévision. Et donc, du coup, en gros, ça veut dire qu'ils ont commandé plus que ce qu'ils allaient vraiment vendre. Et puis après, nous avons les mêmes raisons que l'esthétique du produit, la qualité, la sécurité et le FIFO. Et puis pour la dernière catégorie, ça c'est les ménages. Les causes principales sont que les ménages ne prévoient pas spécialement les repas de la semaine. Il y a un manque de connaissances par rapport à l'étiquetage des produits. Il y a aussi le fait que l'entreposage est fait de manière inadéquate, un manque de créativité dans la création des menus et un manque d'appréciation de la valeur de la nourriture. Donc voilà. Notre solution chez Too Good To Go pour ces trois catégories, la première catégorie, c'est, et qui est la même d'ailleurs que tout ce qui est grossiste B2C, retail et food services, c'est le direct pick-up. Donc ça, c'est comme Yann vous a expliqué, c'est vraiment les utilisateurs peuvent voir sur l'application, le commerçant met à disposition sur l'application, l'utilisateur réserve et vient chercher son panier sur place, donc in situ. C'est pour ça qu'on appelle direct pick-up. Vous pouvez le voir ici, donc les consommateurs viennent sur place. Là, j'ai pris l'exemple d'un industriel, parce que pour ce premier groupe spécifiquement, donc il y a trois solutions, étant donné que les usines sont souvent dans des zonings industriels, et donc où il n'y a pas beaucoup de gens qui habitent, ou alors en fait les quantités sont tellement grandes qu'ils n'arrivent pas à écouler tout leur stock avec juste la demande locale. On a imaginé trois modèles. Le premier est le même que notre business as usual, c'est-à-dire que les gens vont chercher directement, comme vous le voyez sur ce slide-ci, à l'usine. Et en fait, ce qui est génial, c'est que les gens qui travaillent dans les usines, la plupart du temps, ils empaquetent, etc. Et ils ne voient pas leurs consommateurs finaux. Dans ce cas-ci, ils peuvent vraiment voir qui va manger leurs produits. Et donc, les retours qu'on a sont hyper positifs parce que ça diversifie les tâches des employés. Et en plus de ça, ils voient leurs consommateurs finaux. Ensuite, un autre modèle qu'on a mis en place il y a maintenant 1 an et demi, 2 ans, c'est le pick-up point model. Donc, c'est les industriels ou alors grossistes B2B ou producteurs qui livrent leurs produits vers des points de collecte qui peuvent être toutes sortes de business avec une accréditation en alimentation. Donc, allez, ça peut être un hôtel, ça peut être un restaurant, ça peut être tout et n'importe quoi, qui ont une place de stockage disponible pour accueillir des produits, qui les stockent et qui les distribuent, eux, aux utilisateurs finaux, contre évidemment une rémunération, un pourcentage de la commission. Du prix, pardon. Et le dernier modèle, c'est un modèle qu'on a lancé il y a en fait 1 semaine. Ça s'appelle le delivery model, donc c'est du e-commerce et qui permet en fait que les utilisateurs voient les paniers disponibles, peu importe où est-ce qu'ils se trouvent en Belgique. Ils auront la possibilité de réserver un panier sur l'application, étant donné que dans ce modèle-là, Too Good To Go rachète les invendus des producteurs grossistes et industriels et en fait des colis avec les produits différents qui vont être directement envoyés vers les maisons des utilisateurs. Ça permet de pouvoir absorber plus de nourriture et donc d'avoir au final un impact qui est énorme.
Donc voilà, vous pouvez le voir ici pour les 2 premières catégories. On a le Magic Bag classique, je dirais, et maintenant le colis surprise qui se vendra un demi du prix, à moitié prix. Et dans le business as usual, c'est un tiers du prix. Maintenant, juste pour aborder la dernière catégorie, qu'est-ce qu'on fait pour ça? Comme Yann vous l'a déjà dit, on fait de l'éducation des utilisateurs. Et donc, du coup, dans nos communications sur les médias, via email, etc., on donne souvent des petits conseils pour mieux gérer son frigo, etc. Mais on lance aussi des campagnes, et notamment une grande campagne qu'on a lancée en septembre 2020. C'est la campagne, je ne sais pas si vous avez déjà vu, mais ce logo sur plusieurs produits. Je pense que si on prend... Actuellement, je pense qu'il y a le logo sur plus de 10 millions de produits sur les étalages et dans plus de 100 supermarchés. Et en fait, donc, l'objectif de la campagne est de sensibiliser sur la date de durabilité minimum, DLUO aussi, date limite d'utilisation optimale, qui est de dire, ben voilà, une fois que la date est passée, le produit peut encore être consommé en utilisant ses sens. Donc, regarder, sentir, goûter. Certains produits peuvent être encore consommables pendant 1 an après leur date. Et donc, du coup, l'objectif de cette campagne était vraiment de sensibiliser les consommateurs à cela, étant donné qu'on a vu qu'il y a quand même 53% du gaspillage alimentaire qui se fait au niveau des ménages. Donc voilà, je pense qu'on vous a tout dit. Merci beaucoup pour votre attention et oui, merci pour nous écouter. À une prochaine. Oui, on ne savait pas être là aujourd'hui, donc voilà, c'est pourquoi il y a l'enregistrement. Mais si vous avez des questions et autres, n'hésitez pas à prendre contact avec nous, on se fera un plaisir d'y répondre. Ah oui, je crois que dans la dernière slide, il y a notre... voici, nous avons mis notre adresse email, donc comme Julie a dit, n'hésitez pas à nous contacter après. Merci beaucoup. Maintenant, on va parler donc des dons des surplus alimentaires. Vous pouvez faire des dons de vos surplus. Si vous ne les vendez pas, vous pouvez les donner. Et on peut les donner à plusieurs personnes. On peut les donner déjà aux membres de son personnel. Et donc ça, c'est important, si vous souhaitez le faire, de bien communiquer clairement aux personnes que c'est autorisé, parce que beaucoup de personnes ne savent pas toujours si c'est le cas. Vous pouvez aussi donner à vos clients, et donc le mettre, en tout cas c'est beaucoup le cas dans le cas des magasins, de mettre des caisses de c'est gratuit, on va les jeter, prenez-les. Ça fonctionne très bien et les clients apprécient. Mais aussi et surtout, quand vous avez des quantités plus importantes, vous pouvez les donner pour l'aide alimentaire. Comme on parlait à Adeline, c'est quelque chose qui se fait tout à fait, qui est tout à fait nécessaire. Il y a beaucoup de personnes qui sont en grande précarité et à qui ça aide d'avoir cette aide alimentaire. Et donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, les grandes surfaces, elles sont obligées de donner les surplus du jour aux organisations caritatives. Donc ça, c'est repris dans leur permis d'environnement. Donc si vous voulez avoir l'information, vous pouvez me contacter et je peux vous donner, je pense que j'ai quelque part le texte légal qui parle de ça. Et donc les grandes surfaces sont aussi, enfin tous les opérateurs aujourd'hui, c'est maintenant interdit de détériorer la nourriture. Donc c'est interdit maintenant les fameux scandales de l'eau de Javel qu'on déverse dans les poubelles. Maintenant, on ne peut plus faire ça. Alors, au niveau des dons de surplus, il y a toujours aussi la peur de est-ce que l'AFSCA ne va pas nous embêter si on fait ça? Alors, sachez que l'AFSCA est tout à fait favorable à la redistribution des surplus alimentaires. La seule condition qu'ils émettent, évidemment, c'est que la sécurité alimentaire soit garantie. Et donc, pour ça, il y a une série de choses qu'il va falloir respecter, il va falloir veiller. Mais la première, c'est vérifier que la DLC ne soit pas dépassée. Alors, pour rappel, on ne peut pas consommer, en tout cas, on ne peut pas vendre ou distribuer un produit après sa DLC. Donc, ça, c'est vraiment important. On peut distribuer, pour rappel, un produit après sa DDM, mais attention aux conditions dont on a parlé plus tôt, notamment en termes d'apparence, d'emballage, etc. Il faut évidemment respecter la chaîne du froid aussi. Ce qui est très intéressant, c'est que si vous faites du don alimentaire, il existe une circulaire sur le site de l'AFSCA. Donc là, c'est un hyperlien, vous pourrez aller la voir,
qui renseigne notamment des assouplissements en termes de traçabilité. Donc, si vous donnez des aliments aux aux organisations caritatives, vous n'avez pas besoin d'avoir une traçabilité complète. Vous pouvez juste avoir une liste d'établissements à qui vous donnez et n'avez pas besoin de savoir, j'ai donné 5 kg de pommes tel jour à telle heure. Non, juste la liste d'établissements à qui vous donnez les aliments suffit. Vous n'avez pas besoin d'autres registres de produits sortants très sophistiqués, qui autrement sont toujours un grand frein. Alors, quelques petits conseils pour l'aide alimentaire qui sont très importants pour que ça se fasse bien. Le premier, c'est que évitez de donner les aliments le jour même de la DLC. C'est souvent trop tard. Le fait que l'organisation caritative doive ramener les produits chez eux, les trier, les stocker et puis les distribuer, souvent, ils n'ont pas le temps de traiter les aliments si on est le jour de la DLC. Et donc, s'il vous plaît, faites-le au minimum 3 jours avant la date de fin de vie. On vous invite aussi, dans le cas de produits à marque propre, typiquement les produits Colruyt, Carrefour, etc., d'inclure une clause dans le contrat avec le distributeur disant qu'un produit à son nom, déclassé avant la DLC ou la DDM, peut être vendu ou distribué à des tiers. Ça, c'est vraiment important. Ça, c'est un frein sinon qui empêche une distribution ou une vente des produits en fin de vie. Et enfin, comme je l'ai dit, ben, le don et la vente des surplus, ça permet d'éviter le coût des déchets, donc qui est estimé aujourd'hui à environ 200 € par tonne, donc c'est pas rien. Donc c'est pour ça que beaucoup de distributeurs sont contents de pouvoir donner leur surplus. Alors, il est aussi conseillé d'avoir une convention de donation entre l'entreprise, donc entre vous, et l'organisation qui récupère les surplus. Pourquoi? Tout d'abord, ça va officialiser l'accord tacite, donc pouvoir mettre sur papier comment ça va se passer. Ça permet de garantir une régularité et un engagement des deux parties. Donc, évitez que vous ayez une entreprise, une organisation sociale qui veuille venir, qui dit qu'elle va venir et puis qu'elle ne vient qu'un jour sur deux ou qu'elle ne vient plus subitement. Voilà, vous avez comme ça un engagement qui vienne à une certaine régularité et un certain jour. Et ça permet aussi de définir et de formaliser les modalités pratiques de récolte, notamment quelle nature d'aliments l'entreprise, l'organisation sociale accepte. Parfois, par exemple, elle refuse les aliments à garder au frais ou les aliments à base de porc parce qu'il y a un public fort d'origine musulmane, etc. Ça permet aussi de formaliser toutes les questions relatives, pratico-pratiques relatives au timing, donc aux dates et aux heures, mais aussi à comment on va s'y prendre. Est-ce que c'est le magasinier lui-même qui sort les produits des rayons ou est-ce que c'est l'organisation sociale qui vient dans les rayons pour prendre les produits dont la date de fin de vie est trop proche? Comme j'ai déjà dit, la surgelation, c'est un atout très important. Donc, si vous avez la possibilité de surgeler les produits en fin de vie, faites-le. Et donc, elle est permise, mais à certaines conditions que je ne vais pas détailler ici. Vous avez tout qui est ici sur la slide. Donc, si ça vous intéresse, si vous êtes dans le cas, allez le lire. La seule chose, par contre, qui est importante, c'est qu'il faut que la surgélation se fasse au plus tard, le jour de la date ou de la DLC. Autre intérêt très intéressant, financièrement, pour les entreprises qui donnent leur surplus, c'est qu'on peut récupérer la TVA sur ces produits. Donc, si vous avez acheté une palette de pommes que vous n'avez pas réussi à la vendre et que vous la donnez, ben vous récupérez la TVA que vous avez payée pour cette palette de pommes. Et donc, il y a comme ça le SPF qui a une circulaire qui reprend les conditions dans lesquelles vous pouvez récupérer la TVA. En très résumé, ben, ça ne concerne pas les boissons alcoolisées. Et donc, ça concerne toutes les autres denrées pour peu qu'elles ne puissent pas être vendues. Et donc, comment est-ce qu'on définit qu'elles ne peuvent pas être vendues? Il y a une série de raisons qui sont listées sur la circulaire. Par exemple, la date de péremption qui est trop proche, donc qui est à 5 jours ou moins de la jour d'aujourd'hui, que l'emballage soit détérioré ou ne soit plus conforme aux standards de commercialisation, par exemple, qu'il y ait des petites bosses dessus, ou des erreurs d'impression, etc. Ou pour d'autres raisons de non-correspondance aux standards de production, comme un format qui soit un peu différent, le goût, la texture, la maturité trop importante de fruits, mais qui reste tout à fait consommable. Ou enfin, on est en dehors des périodes de consommation habituelles. Pardon. Par exemple, on est après Pâques, et donc on ne sait plus quoi faire les œufs de Pâques, ou nous sommes après Noël, donc on ne sait plus quoi faire des bûches de Noël. Voici un exemple de document de preuve que vous devez pouvoir fournir, et donc vous pouvez retrouver sur la circulaire. Mais ça, en très gros, ça correspond à un bordereau de livraison
auquel vous devez aussi spécifier la justification du caractère non vendable du produit. L'année passée, on a déjà animé ce séminaire et on a eu la joie d'accueillir le FDSS, donc Adrien Ariel du FDSS, qui nous a expliqué une série de choses très intéressantes concernant les dons des surplus, notamment un listing des plateformes sur lesquelles on peut mettre ces surplus, un listing d'organisations receveuses de l'aide alimentaire, y compris des frigos solidaires. Malheureusement, Adrien ne travaille plus à la FDSS et il n'a pas encore été remplacé, mais vous pouvez voir son intervention sur l'enregistrement qui était fait l'année passée. Donc, on vous invite à y aller. Troisième forme de valorisation des surplus, on peut les transformer. Alors, ça peut se faire de plusieurs façons. On peut soit le faire en interne. Et donc, si vous avez vous-même l'infrastructure et le matériel pour valoriser, par exemple, vos fruits, vous pouvez, par exemple, en faire des jus de fruits frais. Et donc, c'est particulièrement intéressant si le procédé est facile et s'il demande peu d'infrastructure et peu d'équipement. Si vous faites un produit sans traitement thermique, eh bien, vous ne pouvez pas pasteuriser, donc rallonger la durée de vie du produit et vous devrez le vendre rapidement. Donc, ayez ça en tête. Si, par contre, vous ne savez pas le faire en interne, vous pouvez le faire transformer par un partenaire. Et donc, ce partenaire, donc une entreprise tierce, peut venir reprendre vos produits et les transformer et vous revendre les produits par après, par l'essai de sous-traitance. Vous pouvez aussi donner ou vendre vos surplus à un tiers, donc à une entreprise tierce, comme Hearth Project dont on a parlé juste avant, mais comme Envie qui valorise les surplus de la grande distribution et en fait des soupes, ou comme encore Fruit Collect qui valorise les surplus d'agriculteurs belges et qui fait des jus. Adeline qui va nous présenter Hearth Project. Adeline, je te laisse la parole. Ce que je voudrais vous expliquer un petit peu et vous montrer, c'est peut-être un cas un peu plus pratique sur les différentes notions qui ont été très bien abordées par Romain et par les personnes de Too Good To Go. Et en fait, ce cas pratique, c'est celui du projet que j'ai avec mon partenaire et associé depuis 4 ans maintenant. Le projet s'appelle Hearth Project, c'est la contraction de Heart et Earth, donc le cœur et la terre. Nous sommes une ASBL commerciale, c'est aussi un statut un peu particulier. Et depuis 4 ans, nous luttons contre le gaspillage alimentaire et la précarité sociale. Et concrètement, on récupère du coup les invendus alimentaires, et je vous dirai lesquels en particulier. On les cuisine, ce qui est une donnée intéressante aussi dans l'idée des gestions des dates limites de consommation ou recommandées. Et puis on va en fait les distribuer au secteur social, donc à des associations type la Croix-Rouge, etc. Comme vous le voyez, le projet est soutenu par beaucoup de différents partenaires et c'est aussi un élément pour moi qui est important ici, puisqu'en fait, dès que vous allez avoir une démarche qui va être dans la circularité, dans éviter finalement le gaspillage alimentaire, qui indirectement aide aussi, enfin nous, ça a directement une contribution sociale, mais indirectement, dès qu'on a une démarche plus circulaire, on aide à repenser la société à un ordre plus social, puisque finalement, on évite d'avoir cette disparité entre finalement des produits qu'on vend, mais qu'on vend clairement au-dessus du prix, puisque finalement, on jette un tiers de ce qu'on produit. Donc, on y contribue tous et ça permet en fait de fédérer un écosystème qui est quand même assez important et dont on a la chance d'avoir cet accès à Bruxelles. Il ne faut pas oublier que Bruxelles est quand même assez avancée en matière de soutenir l'entrepreneuriat autour de la circularité et du social. Donc, il faut vraiment en profiter. Donc, nous, on est soutenu par plusieurs fondations, mais aussi par la ville de Bruxelles, par la région de Bruxelles, puisque c'est différent, par le prix Bicirculaire, par Hub Bruxelles, et puis après différents acteurs bancaires et en nature. Concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Alors, je vais passer ici, voilà. Alors, bon, une partie de mes slides sont en anglais, mais vous comprendrez bien. On l'a déjà, on en a parlé en long, en large et en travers. On jette à peu près un tiers de la nourriture au niveau mondial. Ce qui est intéressant toujours, et Too Good To Go l'a mentionné aussi, c'est que c'est aussi bien le cas dans les pays en voie de développement que les pays développés. Les pays en voie de développement, ça va être plutôt dans les infrastructures, donc sur en fait emmener du champ au centre de distribution. On ne va pas avoir forcément la bonne optimisation d'irrigation, de garder l'énergie, les bonnes températures pour transporter les produits. Et chez nous, effectivement, la majorité du gaspillage va se passer dans les maisons.
des citoyens, des gens comme vous et moi, mais aussi, et c'est, on va dire, ce qui se passe dans les maisons et chez les gens, ça va être typiquement le problème et le pain point que Too Good To Go va aller résoudre. Mais là, il y a énormément de gaspillage alimentaire, c'est aussi effectivement entre les fournisseurs en gros et les distributeurs plus petits. Et j'aime bien donner des exemples ici. Typiquement, nous, les invendus qu'on récupère vont être ceux qui ont eu des problèmes, soit au moment de la production avec un mauvais code, un mauvais label. Parfois, en fait, vous savez que dans des gros groupes, il y a souvent, ce qu'on appelle le quality assessment, donc QA. Ce sont des standards de qualité qu'on émet, mais de qualité organoleptique, mais parfois aussi marketing. Et j'aime bien donner un exemple. Nous, on récupère, par exemple, tous les pâches-têches de nata de Forcado qui sont légèrement trop noirs par rapport à, en fait, leurs standards, qui sont tout à fait encore très bons à la consommation. Mais voilà, c'est aussi ce genre, d'invendus qu'on récupère. On a récupéré, par exemple, et donc c'est pour ça que j'aime bien donner des exemples concrets, 2 tonnes de riz Oncle Ben's parce qu'en fait, il avait eu un mauvais encodage, donc un mauvais, label, et ça coûtait donc plus cher de le reblender, donc de réouvrir les sacs à l'usine, de perturber le cycle de l'usine. Vous savez que ça va très vite dans ces usines, et de remélanger le riz qu'en fait de le jeter. Typiquement, on récupère aussi, beaucoup des produits invendus, qui vont être liés à des problèmes de forecast, donc typiquement de planification, des volumes. Comme nous, on récupère dans des gros acteurs aussi, comme le groupe Metro, par exemple, qui livrait l'Horeca, maintenant qui a été racheté par Sligro. Typiquement, bah, parfois, en fait, le stagiaire qui est derrière l'ordinateur qui fait les commandes, bah oui, il tape, «Je veux, potentiellement 6 tonnes de pommes de terre au lieu de 600 kilos». Oui, ça arrive, c'est un zéro en trop et dans ces cas-là, en fait, la, politique commerciale, du groupe impose de ne pas forcément faire une promotion ou une réduction, en fait, sur ces pommes de terre puisque ça dévie complètement le prix, et du coup, ça devient une érosion du prix total pour eux et donc parfois, ils préfèrent, en fait, donc donner éventuellement ou jeter que d'éroder leur prix tellement que les consommateurs après avoir vu un mois de promotion énorme sur les pommes de terre, ne vont plus vouloir les acheter au prix normal. Ça, c'est une autre chose sur laquelle on se base. Bien sûr, toutes les déviations du standard marketing qu'on aime, bien sûr, hein, la pomme un tout petit peu amochée, la tomate un petit peu molle, ça on n'aime pas trop. Hem, mais ça a aussi un effet plus général, à savoir des énormes caisses. C'est pour ça que je parle toujours des volumes en gros, parce que c'est là que c'est intéressant et c'est là où nous on récupère. Des énormes caisses de citrons, chez le groupe Metro avec 3-4 citrons un peu verts sur le dessus. Ça coûtait plus cher en main-d'œuvre de trier, donc je parle même pas de récupérer les citrons un peu verts, de trier cette caisse qu'en fait de la jeter. Voilà et là, on est dans un non-sens total, de politique des coûts, mais c'est la réalité aujourd'hui et donc en fait, toute la caisse va être mise de côté. Et donc nous, typiquement, on récupère ce genre de choses et on fait le tri, puisque pour nous, on fonctionne, bah, nous-mêmes, sur ce segment-là et puis aussi avec nos bénévoles. Et la dernière chose, ça on connaît un petit peu plus, mais l'idée de la consommation, idéale avant une certaine date, voilà, on sait qu'on peut encore le consommer éventuellement et d'autant plus et c'est un petit peu pour ça que j'ai un peu levé ma main, plutôt, bon, même sur l'élément, manger après la DLC, mais ça c'est un avis personnel, mais en fait, dès que vous allez faire subir une transformation chimique, à votre produit, vous allez changer en fait sa date de limite de consommation, potentiellement, hein, pas sur tous les ingrédients, mais typiquement, vous allez, faire cuire une viande, vous allez, congeler un produit, vous allez, saumurer, un poisson, vous allez changer en fait finalement sa durée, sa date limite de consommation et donc si vous récupérez l'ingrédient, alors pas après la DLC, mais juste le jour de la DLC et que vous effectuez un certain nombre de transformations culinaires en fait sur celui-ci, potentiellement vous pouvez allonger sa DLC, et nous aussi c'est ce qu'on fait. C'est pour ça qu'en fait on travaille en cuisine avec un réseau de chefs expérimentés. Je vais passer sur le slide prochain. On a déjà couvert ça, donc je ne vais pas revenir non plus dessus, mais bien sûr, ça a un coût, le gaspillage alimentaire pour, bah, globalement toutes les ressources naturelles autour de nous, puisque finalement on va utiliser de l'eau, on va utiliser, des terrains, pour cultiver, cette nourriture que finalement on va jeter. Un coût environnemental, plus besoin de le spécifier. Vous avez en plus des émissions de CO2 et de méthane qui sont, encore plus importantes quand ça va être de la nourriture organique, typiquement, un légume, un chou, ça fermente, ça génère du gaz et en fait tout ça, c'est des vraies émissions, enfin, qui sont néfastes pour notre couche, d'ozone et ça a un coût social, effectivement. Donc le fait, bien sûr, de jeter un tiers de la nourriture qu'on a et qu'on produit, ben, les 2 tiers restants sont vendus finalement pas au bon prix.
Et on sait que globalement, la pauvreté et la précarité alimentaire est un élément qui grandit. Là-dessus, on ne fait pas une présentation sur le secteur social, donc je ne vais pas m'étendre. Mais globalement, depuis le Covid, il faut savoir que toutes les chaînes typiques d'approvisionnement des associations d'aide à la précarité ont été cutées. Il y a eu des énormes élans d'aide alimentaire qui ont été faits par les citoyens, ce qui est très bien. Et en même temps, ça a beaucoup perturbé le secteur associatif puisqu'en fait, ceux qui étaient habitués à faire des maraudes dans un certain sens, à connaître le régime de certaines personnes en précarité alimentaire, puisque ceux-là sont souvent aussi sujets à des problèmes, de mauvaises dents, d'allergies, de problèmes d'intolérance au lactose. Et en fait, dans leur grande bonté, les gens ont tous cuisiné pour tout le monde et puis finalement, ont parfois donné de la nourriture peut-être pas adaptée à des personnes dans la rue. Quand les maraudes arrivaient, les personnes avaient déjà été, nourries, donc en fait, finalement, elles avaient plus besoin de la maraude, donc la maraude se déplaçait pour rien et ça a vraiment, beaucoup, perturbé, tout le secteur, social, en plus du fait qu'il y a encore plus de demandes, d'aide, alimentaire. Donc le secteur est en train de se restructurer, c'est pas très simple, mais typiquement, c'est là où on intervient des partenaires comme nous, puisqu'on va nous cuisiner. Donc c'est comme s'ils outsourçaient et ils déléguaient la partie cuisine, des invendus à une organisation comme la nôtre pour leur permettre de ne gérer en interne que la partie distribution. Donc vous l'aurez compris, chez Hearth Project, et en fait le graphe commence par la gauche, on récupère des invendus alimentaires en grande quantité. Quand je dis en grande quantité, on parle de, selon les saisons et nos capacités de stockage, entre 600 kg et 2 tonnes par semaine d'invendus alimentaires qu'on récupère donc, du coup dans nos camionnettes, qu'on va aller cuisiner dans nos cuisines, vraiment avec des chefs expérimentés. C'est pas de la redistribution qu'on fait. Et puis on va en fait la livrer en packaging consignable, puisque finalement, comme on livre toujours aux associations et toujours plus ou moins au même public, on peut livrer dans des packagings qu'on peut récupérer, donc soit des grands gastro, si l'association nourrit sur place, soit des solutions. On a déjà travaillé avec Chango, par exemple, qui fait des consignes plastiques, et puis qui se récupèrent bien sûr donc à la fin. Et comme ça, on continue le cercle. Nos ressources, donc on récupère les invendus alimentaires, on les récupère à titre gratuit. Et ça, c'est un élément très important, bien sûr, dans le business model général de l'ASBL, puisqu'on veut être une ASBL qui, même si elle peut avoir quelques aides de subsides, mais on veut être en majorité indépendant financièrement parlant. Donc, très important pour nous d'avoir accès à des ressources gratuites. Maintenant, on a quand même le luxe de pouvoir trier ces invendus sur place auprès de nos partenaires et de choisir lesquels on récupère. Et ça, c'est aussi une grosse dimension importante à noter. La plupart du temps, quand un supplier ou un fournisseur se défait d'un vendu alimentaire, il vous dit: «Venez» et vous récupérez tout. Vous n'avez pas le choix, en fait. Vous récupérez le packaging. S'il y a une partie qui est vraiment achetée, ben, vous la récupérez quand même et c'est vous qui payez le coût de déchets. Et nous, là-dessus, on a été dès le début très, très ferme sur, en fait, ce qu'on récupérait, ce qu'on ne récupérait pas, et que c'était important pour nous d'avoir le choix, là-dessus, puisque le but n'est pas du tout de translater, je dirais, les les poubelles des uns des autres, ni de les transporter puisque ça génère encore plus de CO2, n'est-ce pas? Mais c'est vraiment de pouvoir activer des choses là où on peut les activer, mais pas non plus de se ramasser les déchets des uns des autres. Et soyons très clairs, il y en a qui en profitent. Donc ne pas hésiter à être ferme un petit peu là-dessus si vous voulez travailler avec les invendus alimentaires. On a un restaurant qui nous permet en fait de générer des revenus. Donc ce restaurant est volontairement gastronomique, il s'appelle Entropie, il a ouvert il y a 8 mois. Et le fait qu'il soit gastronomique nous permet de générer des marges assez importantes pour pouvoir financer nos activités sociales et circulaires. Parce que récupérer des invendus, même si on les récupère gratuitement, ça demande quand même des sacrées capacités de stockage et de cuisine aussi. Donc typiquement, bah, voilà, on a beaucoup de coûts d'énergie, etc. dans la production de tout ça. Et si on veut pouvoir les livrer aux associations à titre gratuit ou à tout petit prix, bah, il faut bien que l'argent vienne de quelque part. Et pour être indépendant et pouvoir continuer à faire ça de façon durable, c'est important pour nous de le financer en personnel. Le restaurant permet aussi d'en fait expliquer à nos clients qui viennent tous les jours d'où vient ce surplus alimentaire, d'où vient la précarité sociale et comment on essaye de répondre à ce challenge-là, mais aussi de les sensibiliser à faire plus attention dans leur frigo chez eux, à voir que ben oui, la peau du poisson, on peut la manger, à voir qu'on peut faire une formidable sauce à partir des parures des poissons, des garums, des fermentations. Et donc c'est vraiment là qu'on récupère les invendus alimentaires dans les sauces, dans tous les produits fins qu'on va mettre dans la partie gastro du restaurant pour sensibiliser. Donc vraiment un revenu financier et une sensibilisation des gens. Et puis enfin, on active beaucoup de volontariat. On a un réseau de plus de 330 bénévoles qui nous suit déjà depuis 4 ans.
On a travaillé avec des articles 60 et des personnes en formation. On donne des modules à l'EFP, par exemple, qui est l'école de cuisine. Et toute l'idée, là, c'est vraiment de pouvoir expliquer toutes ces techniques au plus grand nombre de personnes, que ce soit dans le milieu professionnel ou même des personnes qui, du coup, appliqueront ces techniques-là chez eux. Mais vraiment qu'en fait, ils soient sensibilisés à tout cet aspect-là. Et notre différenciation, mais comme j'expliquais, donc nous, on récupère vraiment des invendus qui doivent encore être traités pour la plupart des cas. Et c'est pour ça que c'est très important d'avoir un réseau de chefs expérimentés. Les invendus ne sont pas les mêmes chaque semaine. On ne sait pas ce qu'on va avoir. Et typiquement, on ne va pas récupérer des choses simples à cuisiner, puisque les choses simples, type des légumes, etc., classiques avec lesquels on fait une soupe ou un jus, je veux dire, il y a tout intérêt à ce que ce soit livré directement aux associations parce qu'eux savent les traiter et les cuisiner directement avec leurs volontaires. Nous, on va vraiment être sur des invendus qui soit sont en trop grande quantité pour les associations, soit demandent vraiment une technique, typiquement les poissons pas encore découpés et pas encore préparés. Vous donnez ça à 3 bénévoles de la Croix-Rouge, je vous assure qu'ils savent pas quoi en faire. Mais typiquement aussi des produits qui demandent à être travaillés. On a un réseau assez fort de partenaires, ce qui est important. Quand on parlait tout à l'heure, Romain disait négocier avec vos acheteurs la durée entre la vente de votre produit et la date limite de consommation, puisque vous savez, ils ont une date donc à partir de laquelle ils acceptent plus vos produits parce que c'est trop proche pour eux de la date de consommation par rapport à leur inventaire. Et ben nous, on récupère beaucoup de produits, on a récupéré beaucoup de produits qui étaient dans cette fenêtre-là. Et je donne un exemple, c'était avec Dr. Oetker, on a récupéré, tenez-vous bien, 70 tonnes de pizzas surgelées parce qu'en fait, simplement, elles étaient dans cette limite de entre les 3 mois avant DLC qu'ils n'acceptaient plus, enfin que leurs clients n'acceptaient plus de recevoir. Donc c'est énorme. Sur 3 mois en fait de DLC avec des pizzas, vous avez de quoi faire des tas de paniers. Donc c'est quand même assez intéressant de savoir qu'il y a autant. Et enfin, c'est vraiment, on a une optimisation de la logistique pour des quantités importantes. Et pour nous, c'est la seule manière en fait de rentabiliser le modèle et aussi d'assurer qu'on ait des sources d'invendus alimentaires régulières, puisqu'on accepte de récupérer quand même une grande partie des invendus que nos fournisseurs nous proposent. Et si du jour au lendemain, on leur dit on n'a plus de demande et on ne vient plus, en fait, ils vont préférer revenir à la case on jette, parce que c'est plus simple pour eux que d'accueillir quelqu'un dans leurs locaux, etc. Voilà, donc l'idée, c'était vraiment de vous présenter un petit peu plus en détail sur un cas pratique, comment on fonctionne avec les invendus alimentaires, quelle est notre circularité. On a ouvert, comme je disais, il y a 8 mois, la partie restaurant du projet. Le but n'est pas du tout ici de vous expliquer ce qu'on fait au restaurant ni rien, c'est juste, je réinsiste sur le fait que c'est important d'avoir aussi sa circularité, et sa durabilité financière quelque part. Et en plus, on a travaillé, nous, au niveau du design du restaurant, vraiment avec, des matériaux biosourcés, donc type, des lampes de permafungi donc qui sont faites à base de mycélium, moulées sur un support de lignine. Et puis on a travaillé avec du bois recyclé, enfin tout ce genre de partenaires de toute façon. C'est important pour moi de le mentionner. Et enfin, et je crois que Romain l'a aussi mentionné un petit peu, on fait aussi du conseil, on fait aussi quelques formations sur comment optimiser globalement le gaspillage alimentaire ou le réduire de toute façon, plutôt dans la restauration que dans les collectivités. Que les collectivités, c'est encore un monde un petit peu à part et Foodwin le fait très bien. Mais dans le monde de la restauration, on peut vraiment aussi bien apprendre des techniques de conservation, de fermentation, de déshydratation, de réutilisation des invendus, que juste même de l'optimisation des flux, des commandes, des fiches techniques, etc. Donc c'est quelque chose qu'on fait assez régulièrement et le chef Elliot Van de Velde que vous voyez au milieu le fait aussi à titre personnel, parfois même sur la réorganisation totale de la carte d'un restaurant. Donc c'est toujours bon à savoir quand même, puisque nous on fait ça depuis plus de 4 ans. Et enfin, un petit peu de chiffres sur ce qu'on a fait depuis 4 ans. Donc on a récupéré, j'ai même mis en 2 ans, parce que je me suis basée sur les 2 dernières années, mais c'est encore plus. On a récupéré au total plus de 400 tonnes, en fait, sur 4 ans, d'invendus alimentaires. On a soutenu plus de 25 ASBL, donc les Restos du Cœur, Secours Populaire, Médecins Sans Frontières, Croix-Rouge, l'îlot Sortir du sans-abrisme et plein d'autres. On a livré plus de 104 000 repas. Même en fait sur 4 ans, parce que c'est tous les chiffres de 2 ans, on est à plus de 200 000. Et globalement, 85 des repas sociaux qu'on livre sont réalisés à partir d'invendus. Pas 100 parce que parfois il y a des demandes spécifiques sur des sandwichs, par exemple. Le pain invendu est trop dur pour les dents des personnes précarisées, donc parfois on doit acheter du pain de mie. Si quelqu'un a un contact d'invendu pain de mie qui ne sont pas complètement en dehors de la DLC pour le coup, je suis intéressée. Et aussi sur les invendus récupérés, 75% nous servent à avoir l'impact social et le reste, en fait, ils servent au but commercial qui finance la SBL, comme vous l'avez compris, le restaurant ou les workshops.
Voilà, donc c'était un petit peu pour vous expliquer, sur un cas concret ce qu'on fait. Comme je disais, on est accompagné par, pas mal de partenaires et n'hésitez pas à passer nous voir ou à nous écrire. Voilà, vous nous retrouvez sur nos sites internet, il y a toutes les coordonnées pour nous contacter. On a un grand espace place Saint-Géry, à Bruxelles et on adore recevoir des gens et pouvoir, inspirer à un monde un peu plus circulaire et un peu moins de gaspillage. Voilà. Maintenant, on va parler de la dernière forme de valorisation, c'est sous forme de biodéchets, et je vais maintenant laisser la parole à Adélaïde, des facilitateurs biodéchets de Bruxelles Environnement. Adélaïde, c'est à toi. Bonjour à tous, comme le disait Romain, donc moi je vais parler plus particulièrement du tri et de la valorisation des biodéchets, donc tous ceux qu'on n'aura malheureusement pas réussi à sauver via la lutte contre le gaspillage alimentaire. Donc moi c'est Adélaïde Drago, je travaille pour le facilitateur biodéchets des professionnels. Je vais juste présenter rapidement ce que c'est que le facilitateur biodéchets pour les professionnels. Donc c'est un service de Bruxelles Environnement. On est en fait un consortium de différents prestataires. Donc moi, parmi ce consortium, je fais partie du CEU, le Centre d'écologie urbaine, et on assure différentes missions. Une première mission qui est un helpdesk. Donc on a une adresse mail via laquelle on donne des conseils ponctuels ou des recommandations pour les professionnels de la région qui nous contactent sur différentes thématiques comme le tri des biodéchets, la lutte contre le gaspillage alimentaire et le compostage en entreprise notamment. On donne des séances d'information sur ces mêmes thématiques et de formation, donc sur des formats un peu plus longs, de 2 heures par exemple, voire même plus selon les thématiques. Et puis dans certains cas, on réalise des accompagnements, excusez-moi, pour aider les entreprises sur différents aspects de la gestion de leurs biodéchets. Ça peut être des questions très pratiques comme la quantification des coûts directs et indirects de la collecte des biodéchets par exemple, ou diverses thématiques. En gros, on va sur place, on visite le site de l'entreprise, on fait un petit diagnostic de leur gestion des biodéchets et ensuite on donne quelques conseils. Et puis on produit aussi de l'information de manière indirecte via des fiches d'information sur le tri, le gaspillage alimentaire. Très prochainement, il y en aura une sur le compostage en entreprise qui va sortir aussi. Et on a maintenant aussi quelques vidéos d'information avec des exemples de bonnes pratiques dans la région. Donc d'abord, je vais aborder les enjeux du tri à la source des déchets dans la région. Je fais un tout petit détour, mais qui n'en est pas vraiment un, pour expliquer que donc, depuis l'adoption de la nouvelle réglementation sur les déchets, donc c'est le Brudalex 2.0 qui a été adopté cet été, il y a une obligation de tri pour tout un tas de flux de déchets. Donc ça comprend les frigolites, les gravats, les films d'emballage plastique, etc. Les matelas aussi ça c'est plus spécifique au secteur de l'hôtellerie. Et puis évidemment les déchets alimentaires dont moi je vais vous parler ensuite. Et donc cette obligation entre en vigueur au 1er mai 2023 et concerne toutes les entreprises de la région. Et puis à partir de 2025, il y aura également l'obligation de trier et de faire collecter ces textiles. Donc ça, si vous voulez des informations plus détaillées sur ça, je vous renvoie vers un autre facilitateur de Bruxelles Environnement qui est le facilitateur multiflux. Je ferme la parenthèse et on va maintenant essayer de comprendre les contraintes légales et réglementaires et techniques du tri à la source des biodéchets dans la région. Donc, comme je le disais, le tri à la source des biodéchets va devenir obligatoire à partir de mai 2023 pour toutes les entreprises bruxelloises. Par biodéchets, j'entends évidemment les déchets alimentaires dont on a beaucoup parlé ici, mais c'est aussi les déchets végétaux de parcs et de jardins, dont la collecte était déjà obligatoire, mais voilà, qui font partie de ce qu'on appelle les biodéchets. Concrètement, ça veut dire que toutes les entreprises seront tenues de réaliser un tri en interne dans leur structure et ensuite un tri en externe, soit via la collecte de ces déchets par un collecteur agréé, soit en valorisant leurs biodéchets sur leur propre site dans ce qu'on va appeler un compostage en entreprise. Je vais détailler un peu les deux solutions que je viens de citer. D'abord, qu'est-ce qu'on
Qu'est-ce qu'on va entendre par biodéchets plus spécifiquement? Il y a différentes catégories de biodéchets. Il y a les déchets de cuisine, qui sont les déchets liés à la préparation des repas, tout ce qui est épluchure, etc. On a les déchets de table, donc là, c'est les retours d'assiettes, les restes de repas. Souvent, il y a une incompréhension par rapport à ces déchets-là. Il y a beaucoup de gens qui pensent, par exemple, que tout ce qui est produits carnés, tout ce qui est sauce, etc., n'est pas considéré comme un biodéchet qu'on peut trier, mais si, ça fait bien partie des déchets considérés comme des biodéchets et donc qui doivent faire l'objet d'un tri. Après, on a tout ce qui est invendus et produits alimentaires dégradés ou périmés. Et enfin, on a les déchets végétaux de jardins et de parcs que je citais tout à l'heure. Donc à qui s'adresse cette obligation de tri? Donc comme je disais, ça s'adresse à tous les professionnels de la région. Donc on est sur une diversité de secteurs particulièrement importante. Ça va de l'horeca aux hôpitaux, en passant par les écoles, les marchés, et puis en fait toutes les entreprises privées ou publiques ou associations, avec ou sans cantine, mais où va forcément y avoir quand même une production de biodéchets, même infime, par exemple les restes de casse-croûte des employés ou quoi que ce soit. Donc voilà, ça s'adresse à tout le monde. Donc si on rentre plus particulièrement dans la problématique du tri à la source des biodéchets, donc au-delà des enjeux environnementaux et sociaux qui ont été développés dans les précédentes présentations de manière très approfondie et qui sont majeurs, il y a aussi un enjeu budgétaire et économique à mettre en place le tri, la valorisation des biodéchets et puis la lutte contre le gaspillage alimentaire. Et donc là, je vous ai mis quelques arguments qui pourront peut-être convaincre les, les dernières personnes réticentes. Parce que quand on s'attaque aux questions d'argent, généralement, c'est là qu'on arrive à faire basculer certaines personnes. Donc, adopter des pratiques pour agir efficacement contre le gaspillage alimentaire, ça permet de faire des économies à votre entreprise à 3 niveaux. Déjà, au niveau des achats de la matière première, vous allez acheter moins, vous allez acheter seulement ce dont vous avez réellement besoin. Il y a des économies au niveau du travail de préparation. On ne prépare pareil plus que ce dont on a besoin. Et puis après, en aval, au niveau du traitement des déchets, vous allez produire moins de déchets, donc les coûts de traitement seront diminués. Le tri, ça permet aussi de réaliser des économies. Il y a des études qui montrent que bien réaliser le tri, ça permet de faire jusqu'à 35% d'économies sur les frais de vidange par rapport à une collecte où on fait tout collecter en conteneurs résiduels tout venant. Après, il y a des enjeux techniques relatifs au tri. La qualité du tri est très importante. Donc bien informer ses collaborateurs et ses équipes dans les différents lieux où sont produits les biodéchets sur les consignes de tri, c'est un enjeu essentiel. Ensuite, au niveau du choix des contenants de pré-collecte et de collecte, par pré-collecte, je veux dire tout ce qui est trié à l'intérieur de l'entreprise, donc dans les petites poubelles, on va dire. Et puis de collecte, là, c'est ce qui va partir, ce qui est dans les grands conteneurs, en fait, qui vont être collectés par un prestataire externe, par exemple. Donc au niveau du choix des contenants, les poubelles contenant des biodéchets sont souvent plus petites que les poubelles habituelles. Donc il faudra faire attention à des éléments très concrets comme la solidité des sacs qu'on va choisir, le poids des contenants remplis, parce qu'on va avoir besoin de les vider, de les acheminer assez régulièrement. Et puis dès qu'on parle de biodéchets, il y a toute la question de l'hygiène qui entre en jeu. Donc avoir des consignes de nettoyage et de désinfection claires et systématiques, aussi bien pour les contenants que pour les sols. La première étape quand on veut mettre en place un vrai tri et une bonne gestion des biodéchets, c'est d'essayer d'estimer la production de biodéchets annuelle de votre entreprise. Et donc pour ça, il y a différentes méthodes. Nous, celle qu'on recommande, c'est de mettre en place une campagne de quantification des biodéchets. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire effectuer des pesées tous les jours sur une période idéalement de 2 semaines, pendant une période assez représentative de votre activité, si possible, où vous allez mettre de côté vos biodéchets, les peser, et puis encoder ces petites données dans un tableau, et comme ça avoir une vision ensuite, projeter une vision annuelle sur ce que vous produisez réellement en biodéchets. Il faut savoir qu'il y a des outils
en ligne qui existent pour aider à l'encodage des données de tri et de pesée. Donc, il y a LinPass, il y a Food Intel Tech ou il y a WinNow Solutions, par exemple, qui peuvent être utiles. Souvent, c'est plus utile pour les grosses entreprises où il y a quand même une production importante, mais bon, c'est quand même intéressant à savoir. Et puis, si vous n'avez pas la possibilité de réaliser cette petite campagne de pesée, vous pouvez toujours utiliser une estimation approximative en se référant au tableau que nous, on a créé via le facilitateur, où en fait, on est capable d'avoir une fourchette de production de biodéchets selon le secteur d'activité dans lequel vous êtes, la taille de votre entreprise, si vous êtes un restaurant, selon le nombre de couverts et que vous faites tous les jours, etc. Et donc, une fois que vous avez estimé votre production annuelle, là, vous pouvez commencer à réfléchir à vos besoins à l'échelle d'une semaine. Donc, si vous avez fait le choix de la collecte des biodéchets, ça veut dire que vous pouvez commencer à réfléchir à la fréquence de pré-collecte et de collecte de vos déchets pour les différents points de production de biodéchets de votre entreprise. Vous pouvez aussi réfléchir au volume nécessaire de vos poubelles de pré-tri et de tri. Et puis, une fois que vous avez toutes ces données, eh ben, vous êtes en mesure de choisir en fait, quelle est la solution la plus adaptée à votre entreprise. Est-ce que ça va être de passer par un collecteur agréé? Et là, vous avez toutes les données pour bien négocier votre contrat de collecte. Ou est-ce que ça va être de démarrer un compost en entreprise, donc une gestion de vos biodéchets vous-même sur le site de votre entreprise? Donc, si vous avez choisi le choix de la solution de collecte par un collecteur agréé, ce qui est la solution largement la plus répandue pour les professionnels de la région, il va falloir avoir en tête différentes choses. D'abord, quelle est la fréquence de collecte souhaitée? Il faut savoir que plus la fréquence demandée de collecte de vos biodéchets est importante, plus le coût de collecte sera élevé. Les consommateurs, les collecteurs les plus bons marchés, ils ont tendance à proposer une collecte une fois par semaine, mais ça peut aller jusqu'à 3 fois par semaine. Et donc le coût est adapté en conséquence. Il y a aussi l'étendue des déchets collectés qui est un facteur à prendre en compte. Là, c'est pareil, tous les collecteurs ne reprennent pas exactement tous les mêmes types de biodéchets. Il y en a certains qui excluent des biodéchets spécifiques, par exemple les coquilles d'œufs et tout ce qui est coquilles de coquillages, etc. et les os. C'est le cas de l'ABP d'ailleurs, on a appris ça récemment, donc c'est important de le savoir. Et il y en a d'autres qui au contraire acceptent tous les biodéchets, voire même les denrées alimentaires encore emballées. Et ça, je pense que c'est particulièrement intéressant dans le cas de ce séminaire. Ensuite, au niveau du nombre de contenants et de leur volume, donc là encore l'idée ça va être de choisir les contenants les plus adaptés à vos besoins, d'où l'intérêt d'avoir fait une campagne de pesée, parce que là vous allez savoir exactement ce que vous produisez et donc vous n'allez pas acheter des contenants trop grands et faire collecter vos biodéchets à des tarifs qui ne correspondent pas en fait à ce que vous produisez. La plupart des coûts de collecte sont liés, enfin des surcoûts de collecte, pardon, sont liés au fait que les gens font collecter des volumes de poubelles qui sont beaucoup plus importants que ce qu'ils produisent réellement. Donc c'est quand même problématique. Et donc le tarif peut varier fortement selon le volume des contenants choisis et les collecteurs vous donneront généralement leur tarif par volume. Maintenant, on va parler un peu des solutions possibles pour réduire et traiter les biodéchets. Je vais pas m'étendre sur la lutte contre le gaspillage alimentaire parce que ça a déjà été très, très largement détaillé et abordé par les autres présentations. Mais je vais rajouter un argument, encore une fois, d'ordre économique pour convaincre les derniers réticents. Il faut savoir qu'à l'échelle d'une entreprise, le coût du gaspillage alimentaire est vraiment pas négligeable. Ici, j'ai mis quelques exemples. Par exemple, dans la restauration traditionnelle, avec une cuisine d'assemblage classique, on perd 34 centimes d'euros par client à cause du gaspillage alimentaire.
Si on passe à l'échelle maintenant de la restauration collective, et ici, on avait fait l'étude pour l'hôpital Erasme, on a estimé à 100 000 € par an de pertes liées au gaspillage alimentaire, rien que sur les restes d'assiettes. Donc c'est vraiment des coûts énormes en fait pour une entreprise, le gaspillage alimentaire. Et des études ont montré aussi que pour chaque euro investi dans des mesures de lutte contre le gaspillage alimentaire, sur 3 ans, on a des retours sur investissement qui sont toujours positifs et qui sont très variables. Pour les hôpitaux, on peut avoir un retour sur investissement de 19 € pour chaque euro investi, donc c'est quand même énorme. Et à l'échelle d'une maison de retraite, là, on est sur un retour sur investissement de 1,50 € pour chaque euro investi. Donc c'est beaucoup moins, mais c'est toujours positif. Adélaïde, je me permets juste de t'interrompre 2 Oui. secondes. Au niveau timing, on approche tout doucement de la fin, donc est-ce que c'est possible voilà, d'essayer de clôturer en 4-5 minutes maximum? Oui, je pense Oui. qu'on arrivera au bout. Je vais essayer Ok, d'aller merci. vite. Donc, dans le cas où vous choisissez de faire collecter vos déchets par un collecteur agréé, je rappelle juste les conditions à avoir en tête. C'est un peu des portes ouvertes, mais bon, voilà. Il est indispensable de faire réaliser un contrat et le prestataire que vous allez choisir, il doit être capable de vous fournir tout un tas de documents. À la signature, il doit vous fournir son agrément comme collecteur de DCT. DCT, c'est déchets de cuisine et de table. Et à chaque enlèvement de déchets, il doit vous fournir un bordereau de traçabilité que vous pourrez conserver dans un registre. Et comme ça, en cas de contrôle, vous avez des preuves de la traçabilité de vos déchets et de leur enlèvement. Au niveau des tarifs des collecteurs, bon, je ne vais pas m'étendre, mais comme je vous le disais avant, c'est très variable d'un collecteur à l'autre et selon le service qui vous est proposé. Donc ça peut aller de 2 centimes à 15 centimes d'euros le litre. Et si on parle en kilos, c'est de 5 à 50 centimes d'euros par kilo. Là, vous avez une shortlist des collecteurs de la région qui proposent des solutions de reprise des biodéchets. Bon, il y a Bruxelles Propreté, MCA, Recycling, Renewi, Suez, Maned. Et il y a aussi Recyclo qui a été abordé tout à l'heure, mais du coup qui fait de la collecte de petits à moyen volume et qui fait une collecte à vélo, lui, sur Bruxelles, qui est une solution intéressante, mais donc qui s'adresse principalement à l'heure actuelle à la restauration. La liste des collecteurs agréés par la région est disponible sur le site de Recycle Bruxelles Pro et également sur le site de Bruxelles Environnement. Donc là, je vous ai mis les liens. Et j'attire votre attention sur un point qui est qu'actuellement, il y a beaucoup d'offres techniques qui sont proposées par diverses entreprises qui proposent des solutions de valorisation de biodéchets un peu alternatives, comme des sécheurs ou au compostage électromécanique, etc. Qui ont leur intérêt, mais qui sont en fait pas reconnus sur le plan réglementaire par la région pour l'instant. En fait, ils n'ont pas encore obtenu les brevets d'environnement nécessaires et donc ils ne sont pas légaux pour l'instant. Donc attention avant de signer des contrats avec ces acteurs. Les solutions qui sont légales actuellement, c'est donc toute la liste des collecteurs qui sont dans la liste que j'ai citée avant. Mais ce sont donc des collecteurs qui font du compostage en fait, du compostage de petite et de grande taille, ou bien c'est la dernière option qui est le compostage en entreprise. Et donc là, je vais expliquer rapidement ce que c'est que le compostage en entreprise. Donc c'est un compostage qui est effectué sur le site de votre entreprise par le professionnel lui-même ou bien par un prestataire et dans les limites de la réglementation régionale. Plus précisément, ça veut dire que le volume des aires de stockage et de dépôt des matières organiques ne peut pas excéder les 25 mètres cubes à tout moment sur votre site. Donc 25 mètres cubes à tout moment, ça correspond donc à un tonnage maximum de 18 tonnes de biodéchets qui peuvent être traités à peu près via un compostage en entreprise par an. Donc c'est quand même déjà un volume assez important. Par contre, point très important, quand on fait un compostage en entreprise, on peut composter les biodéchets de l'entreprise, mais on ne peut pas collecter les déchets d'un tiers, donc de votre voisin par exemple, pour les composter sur votre site.
Et le compost qui est produit doit être utilisé exclusivement par l'entreprise qui a réalisé ce compost, c'est-à-dire par le producteur du déchet. Et donc, ça veut dire qu'en fait, si vous voulez mettre en place un compostage en entreprise, il faut que vous ayez un besoin en compost derrière, donc des espaces verts sur lesquels vous pourrez utiliser ce compost au sein de l'entreprise. Donc ça, on a bien conscience que ça réduit un peu le scope des gens qui vont pouvoir mettre en place ce compostage en entreprise. Et autre point, si vous vous lancez dans un compostage en entreprise, il y aura une obligation de suivre une petite formation pour le gestionnaire du site. Voilà, un site de compostage en entreprise, ça ressemble globalement à ça. C'est un ensemble de bacs de compostage pour les différentes étapes de maturation de la matière. Et au niveau des coûts, ça peut varier autour de 500 € HTVA à 2500 € HTVA selon les volumes dont vous allez avoir besoin. Voilà, quelques informations complémentaires. Donc, comme je le disais au début, on fait avec le facilitateur des formations plus longues de 2 heures sur les différents sujets comme le tri et la lutte contre le gaspillage alimentaire. Je précise qu'on est un service un service public, donc complètement gratuit, donc il ne faut surtout pas hésiter à nous contacter. On a aussi maintenant donc les formations pour les référents de sites de compostage en entreprise, où là, c'est un format un peu plus long de 3 à 6 modules, d'une demi-journée à chaque fois. Et voilà, et vous pouvez nous contacter sur notre adresse qui est biodéchetspro@environnement.brussels, ou si vous avez des questions sur les autres flux que je citais en tout début de présentation, vous pouvez contacter le facilitateur pour les professionnels multiflux à l'adresse qui est notée en dessous. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Adélaïde, pour l'intervention très claire. Nous avons vu durant ce séminaire les différents enjeux environnementaux, sociaux, économiques du gaspillage alimentaire. On a vu que c'était vraiment quelque chose de prioritaire sur laquelle donc les autorités ont décidé d'agir, et donc il y a des retombées potentielles qui vont avoir lieu au niveau législatif. On a vu comment minimiser vos surplus au niveau notamment de la prévention. On a vu aussi comment vous pouvez faire pour les vendre, si c'est applicable à votre activité, que ce soit en B2C ou en B2B. On vous a montré aussi à qui vous adresser si vous voulez en donner. Et donc, pour ça, je rappelle que je redirige vers la vidéo de l'année passée. Et donc, vous aurez le lien dans les slides. On a vu aussi comment faire pour transformer vos produits, pour les faire transformer. Et enfin, comment gérer les biodéchets avec Adélaïde, donc du facilitateur biodéchets de Bruxelles Environnement. Voilà, donc vous avez comme ça ici un panorama. L'idée, c'est de vous mettre une boîte à outils avec tout ce qui existe et tout ce qui peut être applicable chez vous ou non. Si vous avez d'autres questions, posez-les maintenant ou posez-les-nous par mail sur notre adresse mail site@brufotech.be. Et je vous souhaite une bonne fin de journée. Profitez bien du soleil.